Le message finalement délivré par la presse dans son ensemble pour le mois de juillet était du type anxiogène: les températures de la Terre, de ses terres et de ses océans n'ont jamais été aussi élevées. Le message plus réaliste aurait été: si la température de la planète n'a jamais été aussi élevée, celle de l'Europe n'est qu'au 5e rang derrière 2022, 2021, 2014 et 2011. Elle n'évolue plus depuis 2011. Mais pour la France, c'est encore mieux. Météo France prévoyait un mois de juillet plus chaud que la normale avec 20% de chances de se réaliser et 60% qu'il soit plus froid. La réalité a montré la fragilité des prévisions. Dans Le Parisien du 3 août 2023, on lit le tir suivant: des températures de saison, mais localement basses. Puis, à l'échelle nationale, Météo France explique que la température moyenne en juillet a été de 20,7 degrés Celsius. Ce n'est que 0,1 degré Celsius en dessous des températures normales. Une première nuance est à apporter. La décennie 2010 a été marquée par des étés historiquement beaux et chauds. La différence est donc d'autant plus flagrante cette année. Steve Connin déclare le 26 octobre 2014, « La science du climat n'est pas établie ». Ce physicien ne saurait être qualifié de climato-sceptique. Il a défendu le point de vue du GIEC et participé à la rédaction des attendus et des conclusions des rapports successifs de celui-ci. Il est membre de l'Académie des sciences des États-Unis et sa nouvelle vision s'appuie sur des dizaines d'années d'expérience, en particulier en tant que conseiller scientifique d'Obama. Troisième partie. Bonjour ou rebonjour à tous. Pour certains d'entre vous, cet article, subdivisé en 3 vidéos, sera notre dernier rendez-vous. Les 2 premiers articles ont permis de voir l'incertitude qui règne sur les prévisions climatiques à long terme d'une part, et de montrer que la meilleure prévision que l'on peut faire aujourd'hui est celle basée sur une linéarité historique en prolongement de l'évolution des températures de 1978 à juin 2023. Ceci suppose que l'évolution des émissions de CO2 soit linéaire, si on maintient l'hypothèse causale de ce gaz sur la température. Or, ceci ne fait pas consensus scientifique et fera l'objet d'un autre article. L'hypothèse de linéarité d'évolution des températures ne donne pas une urgence climatique plus anxiogène que celle que l'on pouvait avoir 10 ans auparavant. Il n'y a pas d'accélération de l'évolution. Pourtant, la pression médiatique se fait chaque jour plus importante pour nous effrayer. J'ai montré dans la deuxième vidéo que la température des terres évoluait 3 fois plus vite que celle des océans et que celle du mois de juin 2023 en France était supérieure de 1,15 degré à celle de l'ensemble des terres le même mois. De plus, cette dernière ne se différencie pas de celle mesurée sur l'année glissante juillet 2022 à juin 2023. Autrement dit, le mois de juin sur l'ensemble des terres ne se différencie pas de la moyenne annuelle glissante précédant ce mois. Au moment de terminer cet article, la NOAA publie la température globale du mois de juillet et fait chorus avec l'annonce de l'agence européenne Copernicus du 6 juillet. Les titres des médias s'enflamment. Le mois de juillet 2023 est le mois le plus chaud jamais mesuré sur Terre. C'est vrai, si on précise néanmoins depuis 1850. Chacun y va de sa preuve du réchauffement climatique, donnée non contestable depuis 1998, mais ne prouvant rien sur l'avenir. Le mois de mars 2016 a aussi été le plus chaud de la planète parmi les mois de mars depuis 1850, et cela n'a pas produit d'accélération de l'évolution des températures globales.
Le mois de mars 2021, à l'inverse, est le plus froid depuis 2015. Évidemment, un ressenti de degrés supplémentaires en mars n'est pas ressenti comme en juillet, et cela permet de diffuser des messages anxiogènes à une population transpirante sous les parasols. Plus sérieusement, ce mois de juillet est-il susceptible de modifier les perspectives sur le réchauffement climatique? Pour y répondre, je vais inclure ce mois dans les graphiques de cette vidéo et vous pourrez constater si cela m'oblige à changer mes constats des 2 précédentes vidéos. Après toutes les informations anxiogènes de cet été, plein de records et de températures battues, plein d'annonces de nouvelles canicules de plus en plus difficiles à supporter dans l'avenir, revenons à 2 graphiques qui restituent la réalité des évolutions et l'hypothèse de linéarité des prévisions du GIEC à 0,2 degrés par décade. Ce chiffre est d'ailleurs écrit dans le rapport du GIEC envoyé aux chefs d'État lors de la COP 21. Le premier graphique donne l'évolution des températures depuis 1978 jusqu'en juillet 2023. Celle-ci est complétée par la plage d'incertitude pour 2100, issue des différentes publications prévisionnistes basées sur des modèles mathématiques du GIEC et une prévision linéaire statistique personnelle. Cette dernière utilise les températures publiées par la NOAA qui sont moyennées sur un an glissant. La valeur de l'écart réel de température globale en juillet à plus 1,12 degrés ne change en rien la prévision statistique. Celle-ci reste à 0,18 degrés par décade, soit 10% en dessous de la prévision du GIEC. La date de franchissement la plus probable de dépassement de la température de 1,5 degré est toujours de 2046 pour le GIEC et de 2054 pour ma projection statistique linéaire. La visée de plus 4 degrés en 2100 pour la politique française rapproche ce dépassement à 2038. Mais cette visée n'est que purement politique, qui suppose une accélération des températures, ce qui revient à doubler la prévision du GIEC avec plus 0,4 degrés par décade. Le second graphique récapitule d'une part les informations de température et d'année sur la plus probable prévision GIEC et propose d'autre part une estimation de l'influence climatique qui serait due à l'arrêt total dès 2023 de toute émission anthropique de CO2. Selon Claude Gervais, reviewer des rapports du GIEC, cette influence n'est pas prépondérante. Même l'arrêt immédiat total des émissions anthropiques de CO2 sur la planète, pratiquement irréalisable, ne permettrait pas de stabiliser la température du globe. Les efforts de la France sont donc franchement inutiles, vu son poids de 0,9% dans les émissions mondiales concentrées sur 3 pays, la Chine, les États-Unis, l'Inde. On pourrait ajouter la Russie. Si l'arrêt total en France abaisse d'un tiers notre participation au réchauffement de la planète, notre impact serait de 0,3% sur les 0,0182 degrés C par an actuels, soit 0,00055 degrés centigrades par an et 0,0055 degrés centigrades au bout d'un siècle. Même si l'on admet le lien causal du carbone sur la température et non l'inverse, ce qui fait toujours débat, engager la France dans la décarbonisation, c'est comme pisser dans un violon pour faire de la musique. Non seulement la balle est d'abord dans le camp des grands pays émetteurs de CO2, mais si l'on ne fait rien, la planète n'atteindra pas les plus 1,5 degrés C avant une vingtaine d'années, selon la prévision la plus probable du GIEC.
J'ai montré dans la précédente vidéo que les terres se réchauffaient beaucoup plus vite que les océans, et donc que l'ensemble de la planète, sans qu'aucune explication claire soit fournie au public. On se contente de l'abreuver des températures des terres, qui sont d'ailleurs supérieures de 0,5 degrés par rapport aux températures globales, elles-mêmes faisant référence dans les objectifs climatiques aux 1,5 et 2 degrés. Tout le raisonnement prévisionnel tient donc dans une linéarité de l'évolution historique depuis 1978 et une hypothèse de causalité linéaire du CO2 sur la température. Mais cette double linéarité aux effets haussiers inquiétants est-elle réellement prouvée par les dernières mesures? Ce graphique des écarts de température entre les terres et les océans montre qu'une régression polynomiale, figurée en bleu depuis 1978, est statistiquement plus sûre qu'une régression linéaire. Elle évoque en plus un effet cyclique. Non seulement l'écart prévisionnel de température serait inférieur à plus 0,69 degrés en 2030 au lieu de plus 0,9 degrés du linéaire, mais il serait passé par un maximum en 2021. L'écart entre terre et océan ne croîtrait plus, mais diminuerait actuellement. On note que les écarts réels mensuels et tendanciels sont d'une bien plus grande amplitude que les évolutions annuelles, avec des différences pouvant atteindre les plus de degrés d'un mois sur l'autre. Cela pointe d'ailleurs la différence entre météorologie et climatologie. On voit aussi combien il est hasardeux de partir sur une linéarité du lien pour des prévisions au-delà de quelques années, alors qu'on est incapable d'expliquer le pourquoi de l'évolution haussière et cyclique de l'écart entre les températures des terres et des océans. Depuis 1978, la climatologie officielle s'intéresse au réchauffement climatique, fait tourner ses modèles mathématiques et diffuse des informations alarmistes. Mais s'il est vrai que le réchauffement s'est accéléré à partir de cette date, depuis quand la température a-t-elle commencé à augmenter? La constatation des écarts de température depuis 1850 montre que le réchauffement est bien en cours depuis 1910. On va donc désormais raisonner à partir de cette date et non plus à partir de 1978. Qu'en est-il alors de l'évolution globale des températures par rapport à la période 1910-2000? Le premier constat, avec une forte probabilité d'évolution statistique linéaire, figurée en pointillés rouges, est que depuis 1910, l'évolution globale des températures est 2 fois moins rapide que ne le prévoit le GIEC, avec 0,01 degré centigrades par an, au lieu des plus 0,02 degrés, publiés par celui-ci en se basant sur la période 1978-2022. Selon cette nouvelle tendance linéaire, les plus 1,5 degrés de la planète ne seraient dépassés qu'en 2097 et non en 2046, soit 50 ans plus tard. On constate de plus que les températures annuelles glissantes, figurées en bleu foncé, s'enroulent autour de la tendance linéaire. On peut alors calculer une régression polynomiale épousant beaucoup mieux l'aspect cyclique avec une probabilité statistique bien supérieure. L'importance de l'effet cyclique augmente avec le temps et le troisième et dernier cycle apparaît devoir être le plus long et le plus important. Si malheureusement ce type de régression polynomiale ne permet pas de faire des prévisions à long terme, on peut évaluer la tendance à court terme. Elle propose un maximum de la vitesse d'évolution de la température globale en 2049 à plus 1,34 degrés et présagerait d'une inversion de celle-ci dans un refroidissement à partir de 2050. Dans un quart de siècle, la température globale serait supérieure de 0,4 degrés à celle d'aujourd'hui. Ces effets seraient probablement positifs, en particulier sur le monde végétal,
et la production alimentaire, tout en maintenant notre température en dessous des 1,5 degrés, donc en dehors de l'urgence climatique. Je me garderai bien de me transformer en prophète des évolutions futures. Je ne fais qu'un constat historique. Mais ce graphique montre de façon claire la présomption des prévisions climatiques actuelles et de l'ensemble de la doxa climatique. Elle est basée sur l'influence prépondérante et oxygène des émissions anthropiques de carbone et sur le lien linéaire avec la température globale. Il est clair que celle-ci a augmenté depuis 1910, mais à un rythme beaucoup plus lent que depuis 1978 et de façon cyclique. Ce dernier point montre que l'hypothèse d'un lien linéaire entre carbone et température ne tient pas et que, à défaut d'expliquer le pourquoi des variations cycliques de la vitesse d'évolution des températures globales, on ne peut espérer faire une prévision scientifique crédible aussi bien à 30 ans que pour la fin du siècle. L'alarmisme actuel n'est pas basé sur une connaissance crédible des facteurs influents sur le climat et la politique de transition énergétique qui en découle est un miroir aux alouettes. Elle ne sert ni la science, ni le bien-être des peuples en les aveuglant de certitudes et en les pliant à un mode de vie qui n'a de sens que pour ceux qui la mènent et en profitent. Autrement dit, c'est une arnaque. Oui, mais les températures en France deviennent difficiles à supporter, dites-vous. En particulier les gens du Sud, qui ont subi des épisodes caniculaires en juillet et subissent de nouveau en août. En effet, les températures en France font partie des terres de la planète, et j'ai montré dans une vidéo que les températures des terres étaient supérieures d'environ 0,5 degrés par rapport aux températures globales. J'ai montré aussi que dans une hypothèse de linéarité des évolutions, l'écart grandissait avec le temps entre les températures des terres et les températures globales. Alors reprenons l'évolution des températures des terres depuis 1910, comme pour les températures globales. On constate que l'évolution linéaire des températures des terres est 45% plus rapide que l'évolution globale et que depuis 2016, les températures annuelles glissantes s'éloignent beaucoup de l'évolution linéaire. Nous retrouvons dans la régression polynomiale exactement le même type d'évolution cyclique que pour l'ensemble de la planète. La température maximale serait atteinte en 2044 plutôt que pour la température globale avec plus 1,92 degrés C, soit en dessous des plus 2 degrés, limite globale. Notons que nous n'aurions à supporter un changement maximal que d'environ 0,4 degrés par rapport à aujourd'hui sur 20, et sur 20 ans, soit 0,02 degrés par an. Cet écart de température est à comparer à celui de plus 2 degrés subi réellement sur les terres depuis 1978, sur 45 ans, soit 0,044 degrés C par an. L'adaptation au changement serait donc plus de 2 fois plus facile. Je terminerai là cette vidéo qui avait pour but de vous montrer que la science n'est pas en mesure, pour l'instant, de faire des prévisions ni à 30 ans, ni encore moins à 70 ans. Malgré une centaine de modèles mathématiques sophistiqués, elle n'est en possession que d'une hypothèse de double linéarité bâtie sur l'évolution apparemment linéaire des écarts de température depuis 1978, période de hausse rapide des températures, et en possession d'une hausse également globalement linéaire du cumul des émissions anthropiques depuis cette date. C'est en fait depuis 1910, année de début de la hausse des températures, que les modèles
mathématiques devrait pouvoir expliquer l'entière période de hausse des températures. Aucun n'est en mesure de le faire et les changements de vitesse d'évolution entre la période 1910-1918 et la suivante mettent à mal l'hypothèse de linéarité entre les émissions anthropiques de CO2 et la température. La prise en compte de l'évolution de toute la période haussière des températures à partir de 1910 et non 1978 a mis à jour un aspect cyclique qui modifie les prévisions à court et moyen terme et jette le discrédit sur celles du prochain demi-siècle. Les deux tableaux récapitulent les tendances issues de la linéarité de l'évolution des températures des terres et globales pour les années 2030 et 2050. J'ai ajouté celles données par les régressions polynomiales. On constate qu'en 2030, celle-ci donne pour les terres une tendance plus élevée de plus 0,2 degrés que la tendance linéaire du GIEC. Le dernier cycle haussier des terres est mieux pris en compte par les régressions polynomiales. L'hypothèse de linéarité du GIEC reste globalement valable dans une tendance à court terme. Mais les tendances divergent dès 2050, avec une surestimation des hausses de température de plus 0,19 degrés centigrades pour le globe et de 0,40 degrés pour les terres dans les tendances linéaires du GIEC. L'importance de l'effet cyclique se fait beaucoup plus sentir. Il évite jusqu'en 2050 de dépasser les limites des plus 1,5 degrés par rapport à la référence 1901-2000 et les plus de degrés pour les terres, sachant que celles-ci ont des températures historiquement plus élevées de 0,5 degrés. Autrement dit, la limite de plus 2 degrés pour la planète doit être portée à plus 2,5 degrés pour les terres. Ne vous laissez pas emporter par la frénésie de l'urgence climatique. Il n'y a pas d'accélération du phénomène climatique et il y a de fortes chances que nous puissions nous adapter à un accroissement des températures bien en dessous de celui subi depuis 1978 avec plus 0,95 degrés en 45 ans. Doutez des prévisions pour 2050 et tenez pour pseudo-scientifiques celles pour la fin du siècle. Toute gouvernance raisonnable ne lancerait pas une transition climatique sur des bases scientifiques aussi fragiles si d'énormes intérêts de profit et d'aliénation des populations ne manipulaient pas une énorme machine de propagande prête à étouffer toute protestation. L'affirmation d'une doxa incontestable est l'apanage des dictatures à la mode du russe Lysenko. Je vous dis à septembre, où je parlerai des évolutions en ajoutant le mois d'août, de l'Europe, des comparaisons entre les hémisphères et entre les comportements des océans sur le plan climatique. À bientôt et surtout, merci de votre attention.